Donc, tout d'abord, je voulais vous dire combien j'étais ravie, puis de voir aussi toute cette très belle jeunesse qui accompagne la francophonie. Je pense que c'est très, très important, cette vitalité qu'on sent dans cette salle. Donc, ce mois est le mois de la francophonie. Donc, je vous invite à regarder toutes les activités qui sont présentées au sein de l'Institut français d'Espagne aussi avec tous nos partenaires. Et notamment, nous avons une très belle nuit de la poésie qui va être organisée le 22 mars. Donc, je vous invite vraiment à venir nous accompagner. Et puis surtout, vous féliciter pour continuer à apprendre le français, à vous intéresser à d'autres cultures. Et sans plus attendre, je vais proposer à René, qui est un partenaire et ami de notre institut, pour parler du théâtre. Là, voilà. Voilà. Bon, bonjour, merci de l'invitation et merci d'être là. Préciser d'abord que je ne suis pas professeur et que donc ce que je vais vous dire aujourd'hui est plus le fruit d'une expérience personnelle que de recherche théorique, universitaire, etc. Je voudrais vous dire aussi que le format de la conférence est quelque chose qui, moi, me fait un peu peur. En tout cas, je n'aime pas forcément beaucoup les conférences ou surtout, j'aime bien pouvoir échanger, parler avec les auditeurs. Et je vous inviterai donc à me poser des questions. J'espère que vous en aurez. Et je vous invite aussi à le faire. Je sais que ce n'est pas la même chose de comprendre et de parler en public, no es lo mismo tomar la palabra en público en francés, así que si tenéis preguntas, no dudéis en hacerlas en español y hablaremos francés, español, pasaremos de un idioma a otro, no hay problema, por supuesto. Mais c'est la francophonie et bien sûr, je parlerai français. Alors, comme Pilar vous a dit, je suis traducteur, je traduis beaucoup de romans, de littérature d'espagnol en français. Je traduis plus d'écrivains latino-américains que d'écrivains espagnols. Mais je suis aussi journaliste et j'ai été pendant très longtemps journaliste à Paris dans un quotidien, Libération, et j'ai travaillé surtout à la section au service culture de ce journal, et j'ai été en charge pendant très longtemps du théâtre, de l'actualité théâtrale et de la critique de théâtre. Et finalement, en tant que critique de théâtre, je me suis inscrit dans une histoire qui est à la fois l'histoire de la presse, des journaux et l'histoire du théâtre, très modestement. Mais je voudrais quand même, pour commencer, revenir sur ces rapports entre le théâtre et la critique. Rappelez d'abord que dans son sens premier, kritikos, en grec, ne renvoie pas à un avis négatif, à une opposition, mais à la capacité de juger, de discerner, de trier. Critiquer, au sens premier, ce n'est pas dire du mal, mais examiner attentivement. Donc, ça veut dire oublier le criticum. Alors, pas le livre de Baltasar Gracián, que j'espère, peut-être certaines et certains d'entre vous ont lu, mais oublier le criticum dans la connotation négative, voire péjorative, celui qui critique tout, qui dit du mal de tout. Alors, depuis la naissance du théâtre, dans la Grèce antique, du théâtre occidental, on va dire tel que nous le connaissons, on peut dire que la critique est au cœur du théâtre. D'abord parce que les premiers textes théoriques sur l'art du théâtre sont contemporains de l'âge d'or de la tragédie classique au IVe siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Dans la poétique, Aristote étudie, je cite, la science de la production d'un objet qui s'appelle une œuvre d'art. Et il s'intéresse plus particulièrement à la péripétie, qui est le retournement de l'action en sens contraire, ce qui est l'exact
définition de ce qu'on appelle en français le coup de théâtre, et que l'on traduira plutôt en espagnol par golpe de efecto. Donc, dès l'origine du théâtre, il y a déjà la réflexion critique sur qu'est-ce que c'est que le théâtre que mène Aristote dans la poétique. Et Aristote pose aussi un des principes de ce qui est pour lui une pièce de théâtre dans les règles, qui est le principe de l'unité d'action. Et dans la rhétorique, autre texte, Aristote examine l'art oratoire, l'art de l'acteur. Et un peu avant lui, un autre philosophe, Platon, dans la République, avait violemment critiqué la poésie, et singulièrement la comédie et la tragédie, parce qu'elle repose sur l'imitation. Mais si la critique est au cœur du théâtre déjà chez les Grecs, ce n'est pas seulement parce que les philosophes s'y sont intéressés. La tragédie antique, c'est aussi le cœur qui interrompt l'action pour la commenter et qui invite les spectateurs à réfléchir à ce qui se déroule sous leurs yeux. Le théâtre n'est pas seulement une imitation des passions humaines, mais une interpellation, et donc un art qui porte en lui sa propre critique. C'est d'autre part un art collectif, comme la musique et la danse, dont il est issu, qui s'adresse à un public. Ce qu'on y voit et on y entend est source de débat. Les réactions qu'il suscite sont destinées à être partagées avec les autres. Alors, de la Grèce antique, par une ellipse d'une vingtaine de siècles, je vous invite à nous retrouver en France au XVIIe siècle. Le théâtre est source de polémiques. Nous sommes au début de l'année 1663 à Paris et la troupe de Molière joue l'École des femmes au Palais Royal. Notons au passage que Molière n'a pas inventé l'argument de l'École des femmes pour écrire l'histoire du vieil homme qui séquestre une enfant et la maintient dans l'ignorance avant de décider de l'épouser. Molière s'est inspiré pas mal de El Prevenido Engañado de María de Sayas y Sotomayor. On peut noter d'ailleurs que Molière a beaucoup puisé ailleurs et en Espagne en particulier. Le Don Juan de Molière est évidemment, a aussi évidemment des sources espagnoles et Molière a aussi évidemment beaucoup puisé dans la comédie italienne, etc. Donc l'École des femmes, janvier 1663, Palais Royal. La pièce a beaucoup de succès. On dit qu'à l'époque, il y a eu 30 représentations, ce qui est énorme, absolument énorme. Et on trouve des commentaires sur l'École de femmes. Par exemple, celui de Jean Donneau de Visé, contemporain et premier biographe de Molière. Et voilà ce qu'il dit, ce qu'il écrit sur l'École des femmes. Alors, c'est une langue du XVIIe siècle, mais je pense qu'elle est suffisamment moderne pour la comprendre. Donc, Donneau de Visé parle de l'École des femmes, de la pièce. Tout le monde l'a trouvée méchante. Alors, méchante, au XVIIe siècle, ça ne veut pas dire méchant. Malo, ça veut dire plutôt malo au sens de mauvaise, médiocre. Donc, tout le monde l'a trouvée méchante et tout le monde y a couru. Les dames l'ont blâmée et l'ont été voir. Elle a réussi sans avoir plu et elle a plu à plusieurs qui ne l'ont pas trouvée bonne. Mais pour vous en dire mon sentiment, c'est le sujet le plus mal conduit qui fut jamais et je suis prêt de soutenir qu'il n'y a point de scène où l'on puisse faire voir une infinité de fautes. Je suis toutefois obligé d'avouer, pour rendre justice à ce que son auteur a de mérite, que cette pièce est un monstre qui a de belles parties et que jamais l'on ne vit tant de si bonnes et de si méchantes choses ensemble. Il y en a de si naturels qui semblent que la nature est elle-même travaillée à les faire. Et il y a des endroits qui sont inimitables et qui sont si bien exprimés que je manque de termes assez forts et assez significatifs pour vous les bien faire concevoir. Il n'y a personne au monde qui les puisse si bien exprimer, à moins qu'il n'eût son génie, quand il serait un siècle à les tourner. Ce sont des portraits de la nature qui peuvent passer pour originaux. Il semble que la nature parle d'elle-même. Cet endroit ne se rencontre pas seulement dans ce que joue Agnès, mais dans les rôles de tous ceux qui jouent cette pièce. Jamais comédie ne fut si bien représentée, ni avec tant d'art. Chaque acteur sait combien il doit faire de pas, etc. De l'art, en fait, de dire du bien en faisant semblant de dire du mal. Hein.
on est proche de la figure de rhétorique qu'on appelle en français, comme en espagnol, antiphrase, antifrasis. Donc, cette critique apparente, méchante pièce, mauvaise pièce, etc., en fait, Donneau de Visé dit beaucoup de bien. Alors, il faut noter qu'à l'époque de Molière, l'exercice de la critique est essentiellement une critique des textes. Les censeurs, les criticones, sont nombreux et ils dénoncent les entorses, las infracciones, au bon usage de la langue et aux bonnes mœurs. Et les pièces de Molière sont particulièrement visées. Il y a beaucoup de jaloux du succès de Molière. Et ces critiques sont surtout publiées dans les gazettes, c'est les journaux de l'époque, et elles sont signées par d'autres auteurs et d'autres poètes qui n'ont pas, le plus souvent, le succès de Molière. Et dans l'une de ces gazettes, La Muse historique, un poète, Jean Loret, fait état, il parle aux premières représentations de l'École des femmes, de réactions hostiles d'une partie du public. Mais lui aussi, comme Donneau de Visé, il souligne les mérites de la pièce. Rien de bien méchant, donc, mais Molière, avec malice, décide de ridiculiser tous ceux qui n'aiment pas sa pièce. Et il écrit et fait jouer, quelques mois plus tard, je crois que c'est au mois de juin, donc 3 ou 4 mois après l'École des femmes, il écrit, il fait jouer la critique de l'École des femmes, qui met en scène un groupe de personnages dont certains ont aimé l'École des femmes et d'autres pas du tout. Donc, il organise la propre critique, c'est comme une mise en abîme, et cela provoque en retour, donc il a réussi son coup, puisqu'il y a d'autres auteurs qui répondent à la critique de l'École des femmes, et il faut dire que tout ça se joue sur des fonds de rivalité entre les deux troupes de théâtre principales qui jouent à Paris, la troupe de l'Hôtel de Bourgogne et la troupe de Molière, et aussi de rivalité entre Molière et Pierre et Thomas Corneille, qui sont d'autres grands poètes de l'époque. Corneille, c'est l'auteur du Cid, là aussi, il a tout piqué. Mais donc l'Espagne est source d'inspiration. Donc il y a des rivalités, donc des règlements de compte, etc. Donc Donneau de Visé, celui donc, qui a fait la première critique, il écrit Zélinde ou la critique de la critique, et un autre fait jouer le portrait du peintre ou la contre-critique de l'École des femmes. Et les choses n'en restent pas là, parce que Molière écrit à son tour ce qu'on pourrait appeler une critique de la critique de la critique de l'École des femmes, et c'est un texte que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de l'impromptu de Versailles. Bon, tout ça pour vous dire que la polémique ou la fausse polémique autour de l'École des femmes a une dimension comique, et la guerre comique, c'est d'ailleurs ainsi qu'on la désigne encore aujourd'hui. Mais les controverses ne sont pas toujours aussi amusantes. Que l'on songe au Tartuffe du même Molière, interdit l'année suivante, en mai 1664, après une unique représentation sous la pression de l'évêque de Paris, l'interdiction. Molière a été obligé de réécrire la pièce. Il a dû attendre 5 ans avant de faire représenter une nouvelle version de Tartuffe auto-censurée. Mais bon, si le théâtre au XVIIe et au XVIIIe siècle est source de nombreux débats et polémiques, la critique, je l'ai dit, reste essentiellement une critique des textes. Elle se confond de ce point de vue avec la critique littéraire. Hein, elle n'est pas très différente. Les gazettes rendent compte d'une actualité théâtrale, mais la critique de la représentation théâtrale n'existe pas vraiment. Notons aussi au passage que le XVIIIe siècle, siècle critique par excellence, l'encyclopédie des philosophes n'est pas autre chose qu'un examen attentif, on revient à la définition Aristote, de toutes les activités humaines. Donc le XVIIIe siècle s'est bien sûr intéressé au théâtre sous l'angle de la théorie. Le paradoxe sur le comédien de Diderot reste un texte de référence sur l'art de l'acteur. Mais c'est seulement dans la première moitié du XIXe siècle que naît la critique théâtrale telle que nous la connaissons aujourd'hui ou telle que nous l'avons connue pendant 2 siècles. Peut-être une période se termine-t-elle. Nous avons de la chance parce que cette naissance de la critique des théâtres, de la critique de théâtre, qui est contemporaine de la naissance des journaux,
qui ne sont plus des gazettes. Donc cette naissance de la critique de théâtre et cette naissance des journaux, elle est extraordinairement bien racontée par un grand écrivain français du 19e siècle, Balzac. C'est la deuxième partie d'un des romans les plus connus de Balzac, Illusion perdue. Et cette deuxième partie est intitulée Un grand homme de province à Paris. Et on y suit les débuts de la vie parisienne du jeune héros, Lucien de Rubempré. Nous sommes en 1821 et Lucien, qui veut devenir écrivain et essaye de ne pas mourir de faim, finit par accepter de travailler dans un journal. Il est embauché dans un journal. Et on le charge de la critique théâtrale. Et voici ce que lui dit Finot, le patron du journal, quand il l'embauche. Je cite Balzac, on passe de la langue du XVIIe au XIXe siècle, peut-être un peu plus facile, mais pas forcément. Donc, il lui dit, vous allez être le critique de théâtre, et je ne vous parle pas du plaisir d'aller au spectacle sans payer, car ce plaisir deviendra bientôt une fatigue. Mais vous aurez vos entrées dans les coulisses de 4 théâtres. Soyez dur et spirituel pendant 1 ou 2 mois. Vous serez accablé d'invitations, de parties avec les actrices. Vous serez courtisé par leurs amants. Vous êtes à la veille de devenir une des 100 personnes privilégiées qui imposent des opinions à la France. Dans 3 jours, si nous réussissons, vous pouvez, avec 30 bons mots imprimés à raison de 3 par jour, faire maudit la vie à un homme. Vous pouvez vous créer des rentes de plaisir chez toutes les actrices de vos théâtres. Vous pouvez faire tomber une bonne pièce et faire courir tout Paris à une mauvaise. Et au passage, Balzac invente donc un personnage, non pas de théâtre, mais du théâtre, un personnage de la vie théâtrale, qui a été à l'époque de la vie culturelle, au cœur de la vie culturelle et du divertissement, c'est le personnage du critique de théâtre. Et ce personnage, Balzac en donne une description très précise, qui en fige un peu les traits jusqu'à la fin du XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui pratiquement. Un esprit brillant, mais corrompu, irrésistiblement attiré par la facilité, un écrivain raté qui a dû renoncer à ses ambitions littéraires, un type vénal qui dîne et couche avec les actrices après la pièce, un mercenaire sans foi ni loi, prêt à encenser ou à assassiner sur ordre de son directeur de journal, un individu particulièrement redouté parce que susceptible de remplir ou de vider une salle de spectacle. Et alors, Balzac ne se contente pas de fixer les traits du public, du critique, il lui donne aussi un style littéraire. Et ce style littéraire, c'est un pastiche qu'a fait Balzac d'un autre écrivain, Jules Janin, critique de théâtre de l'époque. Et donc, Lucien de Rubempré écrit sa première critique de théâtre, qui, écrit Balzac, fit révolution dans le journalisme par la révélation d'une manière neuve et originale. Alors, je vais vous en lire un extrait, peut-être qu'il est un peu long, mais pour qu'on voit, voilà, vous voyez un peu cette histoire de style. Première représentation de l'Alcade dans l'embarras, encore un sujet espagnol, un broglio en 3 actes. Début de Mademoiselle Florine, Mademoiselle Coralie, Bouffé, c'est les noms des acteurs. On entre, on sort, on parle, on se promène, on cherche quelque chose et l'on ne trouve rien, tout est en rumeur. L'Alcade a perdu sa fille et retrouve son bonnet, mais le bonnet ne lui voit pas, ce doit être le bonnet d'un voleur. Où est le voleur? On entre, on sort, on parle, on se promène, on cherche de plus belle. L'Alcade finit par trouver un homme sans sa fille et sa fille sans un homme, ce qui est satisfaisant pour le magistrat, mais pas pour le public. Le calme renaît, l'Alcade veut interroger l'homme. Ce vieil Alcade s'assied dans un grand fauteuil d'Alcade en arrangeant ses manches d'Alcade. L'Espagne est le seul pays où il y ait des alcades attachés à de grandes manches, où se voient autour du cou des alcades des fraises, qui sur les théâtres de Paris sont la moitié de leur place et de leur gravité. Cet Alcade qui a tant trottiné d'un petit pas de vieillard poussif est Bouffé, le successeur de Potier, un jeune acteur qui fait si bien les vieillards qu'il a fait rire les plus vieux vieillards.
Il y a un avenir de 100 vieillards dans ce front chauve, dans cette voix chevrotante, dans ces fuseaux tremblants sous un corps de Géronte. Il est si vieux, ce jeune acteur, qu'il effraie. On a peur que sa vieillesse ne se communique comme une maladie contagieuse. Bon, etc., etc., etc. On voit bien comment ce style de critique théâtrale, effectivement, il est complètement nouveau. On n'est plus du tout dans la critique, l'examen des pièces, de savoir si c'est conforme à la bonne construction, voilà, si c'est moral ou pas moral. On est dans une description comme ça très, très vivante. Donc, cette manière neuve et originale, ce style dont l'influence aura perduré longtemps, on voit bien ce qui les constitue. Un art du croquis sur le vif, un art du bon mot, un génie du persiflage, une forme de gaieté irresponsable, de celle qui horripile les gens sérieux, les exégètes scrupuleux, et qui marque aussi la coupure entre universitaires spécialistes écrivant dans les revues et rigolos mondains publiant dans les journaux. Donc, de ce point de vue-là, je peux dire que j'ai plutôt fait partie des rigolos mondains, puisque cette image du critique et de son style, ça a été pendant 2 siècles un stéréotype qui a fonctionné. C'est-à-dire que le critique de théâtre dans les journaux, dans la presse, dans l'imaginaire, correspondait assez bien à cette image fixée par Balzac. Mais on peut dire aussi que ce personnage de critique de théâtre, inventé par Balzac, il a vécu pendant à peu près 200 ans. Et on peut penser qu'il vit un peu ces dernières heures après une décadence, si l'on peut dire s'agissant d'un personnage par essence décadent, qui aura duré, disons, une 50aine d'années, le temps que la télévision d'abord, puis les nouveaux médias installent définitivement le couple divertissement communication de masse au cœur de la vie sociale. Donc le théâtre a été déplacé de la place centrale de la vie culturelle et sociale qu'il a occupée pendant longtemps. Ce personnage folklorique, cette caricature de critique, c'est évidemment une caricature, mais on peut bien sûr se réjouir de sa disparition. Mais c'est vrai que j'ai quelquefois eu une satisfaction un peu perverse à m'imaginer que j'étais l'héritier de ça. Même si, bon, je n'ai pas quand même, quand je dis ça, évidemment, je ne suis pas sérieux, je ne crois pas avoir vraiment correspondu au personnage, je ne crois pas m'être vendu, je ne crois pas, je n'ai pas connu les parties avec les actrices dont parle Balzac, mais voilà. Enfin, on peut estimer d'ailleurs que ce personnage, dans le monde d'aujourd'hui, ce personnage de critique de théâtre, caricatural et un peu odieux, il a des héritiers. Alors, l'un des premiers que je vois, ça peut être l'animateur télé. Hein, et l'animateur télé peut être lui-même en train de céder la place au youtubeur comme personnage lui aussi, voilà, caricatural et odieux. Après tout, celui qui peut faire vider ou remplir une salle, voilà, sur YouTube, on peut penser qu'il y a des phénomènes un peu pareils. Tout d'un coup, quelqu'un peut faire assassiner à quelque chose ou au contraire l'encenser facilement, et qu'on est finalement dans des logiques qui ne sont pas si différentes. Évidemment, cette image de critique de théâtre, elle est exagérée. Il y a dans l'histoire de la critique théâtrale en France des personnages, des signatures beaucoup plus, enfin très respectables, hein, y compris de façon certains quelquefois inattendue. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Léon Blum. Léon Blum a été un homme politique français très important qui a été le Premier ministre français au moment du Front populaire dans les années 1930. Et Léon Blum a été, avant d'être un homme politique, a été pendant très longtemps un critique de théâtre et de littérature extrêmement respecté. Donc, évidemment qu'il y a aussi des critiques de théâtre, je ne veux pas réduire l'image du critique à cette image de caricature. Mais voilà, pourquoi est-ce que le livre de Balzac m'intéresse autant? Parce qu'il décrit la naissance de quelque chose, hein. La naissance aussi des journaux, et il y a toute la description de qu'est-ce que c'est qu'un journal du 19e siècle, et ça n'a pas beaucoup changé là non plus pendant 2 siècles.
Et on peut dire qu'aujourd'hui, là aussi, il y a quelque chose qui est en train de disparaître, en tout cas le journal papier. Il faut noter aussi que la place de la critique, je l'ai dit, le théâtre n'est plus depuis longtemps au cœur de la vie culturelle, sauf peut-être dans des pays qui restent des exceptions, l'Allemagne et l'Italie et l'Autriche. Sont des pays où le théâtre occupe encore une place assez centrale dans les pages culture des journaux, à la radio, même à la télévision. Mais bon, c'est presque des survivants, c'est pas. Mais le théâtre a été déplacé, mais on peut dire que la critique aussi a été peu à peu minorée, déplacée et même expulsée des médias et de la presse. J'avais trouvé il y a déjà 15 ans un article de 2008 paru dans le Los Angeles Times signé de Patrick Goldstein qui dressait la liste des critiques de cinéma dont la signature avait en quelques années disparu de la presse américaine. Et il en dénombrait 28 qui avaient disparu, dont des grands noms, David Hansen de Newsweek, Jack Matthews du New York Daily News, Michael Wilmington du Chicago Tribune. Tout ça, c'était des critiques de cinéma américains très reconnus et qui n'avaient tout simplement plus d'espace dans les journaux qu'ils écrivaient. Ils étaient virés. Et le dit Patrick Goldstein dans cet article de 2008 du Los Angeles Times, réfléchissait sur pourquoi cette disparition de la critique dans les journaux. Les critiques de journaux, écrivait-il, sont réduites dans tous les domaines, qu'elles traitent de musique classique, de danse, de théâtre ou d'autres pratiques artistiques. Bien que l'économie soit clairement à l'œuvre ici, de nombreux journaux ont tout simplement décrété, pour des raisons économiques, qu'ils ne peuvent plus se permettre un large éventail de critiques. Il semble que nous sommes dans une époque qui a une conception très différente du rôle de la critique. Internet a joué un grand rôle dans ce changement. Si les internautes consomment des films et de la musique, c'est en groupe, non en tant qu'individu. Le temps de la voix critique singulière est en train de s'achever. Les gens préfèrent l'avis de la communauté. Les étudiants en journalisme du spectacle de l'école de journalisme de l'Université de la Californie du Sud que j'ai rencontrés reconnaissent qu'ils tiennent en peu d'estime l'opinion critique. Pour une génération qui vit sur et par le net, les critiques, même les plus éloquents, ne sont plus qu'un murmure lointain. De toute façon, ils sont rarement mis en avant par les sites de leurs journaux et eux-mêmes sont réticents à utiliser des blogs comme moyen de diffuser leurs articles. Même parmi les étudiants les plus éveillés, il est difficile de trouver quelqu'un qui connaît le nom d'un critique. Et quand je dis ça, je pense que si je vous posais la question, j'imagine que si je vous demandais, pouvez-vous me donner le nom d'un critique de cinéma, de musique et de théâtre, à plus forte raison, beaucoup d'entre vous me diraient non. Je crois que c'est effectivement, on vit une époque où voilà, il y a eu une disparition, on peut dire, de la critique. Pourtant, donc, en vous parlant de critique théâtrale, je me dis quelquefois je suis un dinosaure qui parle de choses des siècles passés, mais qui n'a plus grand sens aujourd'hui. Pourtant, je suis un peu moins pessimiste là-dessus que ce que je pouvais être. Alors, quand je dis disparition de la critique, on entend bien ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire disparition des sujets culturels ou des objets, des créations culturelles, mais les livres et le cinéma gardent une place importante. On trouve beaucoup de choses sur mais le traitement critique est souvent secondaire. On trouve des portraits, des interviews, des reportages, on trouve beaucoup d'informations sur les à côté des œuvres.
les amours des acteurs, des actrices, des auteurs, des réalisateurs, les prises de position politiques, les souvenirs d'enfance, les goûts vestimentaires ou culinaires, des anecdotes sur les tournages, mais c'est vrai qu'on est dans ce qu'on appelle la pipolisation et que le traitement critique, souvent, il est secondaire, voire absent. Hein. Vous pouvez avoir 3 pages sur un nouveau film et vous cherchez la critique du film et vous ne la trouverez pas parce qu'il n'y aura pas de critique. Ou alors, quand il y en aura une, elle sera à une place secondaire. Pourtant, je suis peut-être moins pessimiste que ce que j'ai pu l'être. D'abord, sur cette histoire de la disparition des journaux. C'est vrai que le journal papier, qui est celui que j'ai connu, donc voilà, et qui n'avait pas finalement changé tant que ça depuis le 19e siècle, hein, ce journal, il est en grande partie terminé. On trouve encore El Mundo dans tous les bars à Madrid et beaucoup des gens qui achètent El País, mais ils ont en général plus de 50 ou de 60 ans, ceux qui achètent le El País papier. Je ne pense pas que, peut-être que parmi vous, certains lisent des journaux papier, mais je pense que si c'est le cas, c'est une exception. Moi-même, qui a été pendant très longtemps un papivore, qui achetait plusieurs journaux par jour, alors j'avais Libération, mon journal, bien sûr, mais je lisais tous les jours Le Monde, je lisais aussi le journal sportif, l'Équipe, tout ça, j'achetais au kiosque. Bon, moi-même, je ne lis pratiquement plus de journaux papier. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les journaux disparaissent. Je pense qu'il y a une nouvelle vie pour les journaux et les journalistes. D'ailleurs, je note que les écoles de journalistes dans tous les pays, dans les universités, sont pleines, que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ont envie de s'approcher du journalisme. Et j'ai constaté, bon, la disparition de la critique. J'ai noté pendant longtemps que dans El País, par exemple, la critique théâtrale était très, très secondaire, voire absente, ce qui me semblait très dommage. Mais je regarde quelquefois la presse en ligne. Il y a un bon journal en ligne, je trouve, El Diario.es. Et dans le Diario.es, il y a un critique de théâtre. Et un très bon critique de théâtre. Je ne sais pas si je vous invite, si vous avez l'occasion, d'aller lire des critiques de Pablo Caruana. Et si vous lisez des critiques de Pablo Caruana, vous verrez un peu ce que c'est qu'une vraie critique de théâtre. Et quand je dis vraie critique, j'en viens un peu de façon plus décousue, on va dire, à la deuxième partie de ce propos d'aujourd'hui. Pour moi, la critique et le journalisme sont 2 activités intimement liées. Je dirais même que la critique, c'est presque le cœur du journalisme. Et qu'est-ce que c'est que cette critique? Alors, on a toujours Aristote, hein, l'examen détaillé. Mais je pense qu'il s'agit toujours d'adopter un point de vue. Et un point de vue, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un avis subjectif, ce n'est pas dire j'aime ou je n'aime pas. C'est pas du tout ça. C'est essayer de se placer à un certain endroit. Point de vue, il faut entendre ça comme le point de vue du photographe. Le photographe qui décide de cadrer quelque chose à un moment d'une certaine façon avec une certaine lumière. C'est une décision. Et on voit bien en quoi cela s'oppose au clic permanent qu'on fait tous, des selfies, des téléphones portables. On sait très bien que même si les téléphones d'aujourd'hui font des très bonnes images, elles ne font pas pour autant des photographies, au sens où une photographie, une vraie photographie, elle est prise par un photographe ou par quelqu'un qui a en tout cas une sensibilité de photographe suffisante pour lui permettre de décider quelque chose, décider de prendre ce moment de cette façon-là.
Et cette décision, encore une fois, elle n'est pas de l'ordre je trouve ça joli. C'est pas ah, la lumière de ce coucher de soleil est magnifique. C'est quelque chose de plus élaboré, quelque chose qui demande une réflexion et un examen des choses. Et cette nécessité de réflexion et d'examen, je pense qu'elle est plus que jamais nécessaire. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, on dire des banalités, hein, mais c'est vrai que c'est une formidable, c'est une communauté d'opinions et de commentaires, d'échanges, sans aucun doute, formidable, mais ce n'est pas pour autant une communauté de point de vue critique. Ça reste quelque chose qui est effectivement du domaine de la subjectivité pure. Et cette subjectivité pure, ce n'est pas celle de la critique. Ça ne peut pas être celle de la critique. La critique, ce n'est pas j'ai aimé, j'ai pas aimé. C'est au minimum j'ai aimé parce que, ou je n'ai pas aimé parce que, hein, c'est le début, mais c'est aussi sentir qu'on a quelque chose à dire. Et sentir qu'on a quelque chose à dire, là aussi, ce n'est pas simplement réactif, c'est pas le like, quelque chose à dire. Hein. C'est quelque chose de beaucoup plus élaboré, de beaucoup plus peut-être réfléchi, ou en tout cas qui part de ce qui est une décision. Alors, cette idée de la décision, elle est importante. Il y a un grand critique de littérature et écrivain français contemporain, contemporain, mort il y a assez longtemps déjà, mais qui est Roland Barthes. Et Roland Barthes, il disait que quand on écrivait, il disait je ne vous demande pas de croire, à propos de la critique, de croire la vraisemblance de ce que je vais dire, mais à ma décision de le dire. Et cette idée de décider de dire me semble absolument fondamentale. Qu'est-ce que c'est qu'une critique de théâtre ? Je crois que ça peut toujours être intéressant et utile. Donc, c'est une réflexion, c'est un point de vue, c'est la construction d'un point de vue, c'est aussi l'examen attentif de ce à quoi, comment il disait Aristote, la science de la production d'un objet qui s'appelle une œuvre d'art. C'est l'examen critique de la production de cet objet d'art. Alors, comment est-ce qu'on fait cet examen critique de la production d'un objet d'art ? Évidemment, on va pas... il s'agit d'un exercice qui reste superficiel, qui reste rapide, mais en gros, qu'est-ce qui fait que quelque chose est un objet d'art ou pas ? Et je réponds à cette question souvent par une anecdote de théâtre. C'est une histoire que racontait un acteur de théâtre français que vous ne connaissez pas, qui est resté un acteur de théâtre, qui est mort il y a quelques années, André Wilms. Et André Wilms jouait dans La mort de Danton, pièce de Büchner, grand auteur romantique allemand. Et La mort de Danton, ça raconte la mort de Danton, la Révolution française. Et André Wilms jouait Robespierre dans La mort de Danton. Et le metteur en scène de cette mort de Danton s'appelait Klaus Michael Gruber, un metteur en scène allemand. Et un metteur en scène de théâtre très, très, très reconnu, très apprécié, tout simplement parce que moi qui ai eu la chance de voir quelques mises en scène de Klaus Michael Gruber, je peux dire que ma vie a changé après avoir vu des mises en scène de Klaus Michael Gruber. Et Gruber était un metteur en scène d'une très grande exigence et en même temps d'un très grand dépouillement, d'une austérité, on peut dire. Il y avait des lumières souvent basses, des acteurs qui parlaient doucement,
voilà, quelque chose qui demandait de la part du public beaucoup d'attention. Et André Wims, donc, qui jouait Robespierre, était en train de répéter avec Gruber. Et André Wims était un acteur du genre un peu tonitruant, parlant très fort, très expressif. Et le metteur en scène dans la salle, pendant la répétition, lui disait à chaque fois « André, moins fort ». Alors, l'acteur reprenait en baissant d'un ton, et puis « André, plus bas ». Et « André, plus bas ». Et à la fin, l'acteur s'est énervé contre son metteur en scène et lui a dit « Mais personne ne va m'entendre ». Et Gruber, le metteur en scène, lui a répondu « Ta mère reconnaîtra ta voix ». Et ce « ta mère reconnaîtra ta voix », c'est quelque chose, c'est une image qui m'a beaucoup souvent accompagné parce qu'elle est pour moi voilà, comme une sorte de mantra presque. Il s'agit de, non pas d'être la mère, mais de reconnaître la voix, d'être capable de reconnaître la voix. Et dans une œuvre d'art, et c'est peut-être ça le plus beau, la plus belle tâche de la critique, il s'agit de reconnaître cette voix singulière, cette voix que seule une mère peut reconnaître, puisque c'est la voix de son enfant et qu'elle est la seule à l'identifier immédiatement comme la voix de son enfant. Et donc cette singularité d'une œuvre d'art, c'est ça qui est intéressant dans une œuvre d'art. C'est ce qu'elle a de singulier. C'est en quoi elle est inimitable, on ne peut pas la reproduire, il y a quelque chose. Ça peut être un tout petit moment, ce n'est pas forcément une grande œuvre, ça peut être juste un moment où on se dit, tiens, là, il y a quelque chose que je n'ai jamais vu, entendu ailleurs, quelque chose qui est de l'ordre de la singularité d'une voix. Et c'est ça qui est intéressant dans la critique, c'est d'essayer d'écouter cette voix. Et je pense que ce travail-là, il est toujours valide aujourd'hui et important, et peut-être même plus important que jamais, parce qu'on a un tel flot d'informations, d'affects permanents en permanence que sortir de ça et essayer d'écouter, donc de sortir du bruit et d'écouter le silence, et dans le silence, la voix qui, voilà, quelque chose qui peut être une des tâches de la critique. Je pourrais continuer comme ça, j'ai peur peut-être de vous ennuyer. Donc, je ne sais pas si à ce moment-là, vous voulez me poser des questions. Je pourrais vous raconter d'autres histoires, mais... Je voudrais vous remercier beaucoup pour votre présentation, plus pour votre partage, non pas de votre parcours professionnel, et c'est quelque chose que je pense pourrait beaucoup intéresser les étudiants. C'est-à-dire comment êtes-vous arrivé à ce point à travers votre expérience professionnelle, mais je voudrais vous remercier pour votre partage au niveau de l'âme, de votre relation au théâtre. J'ai trouvé ce partage très beau. Et j'ai notamment été touché par le fait que vous avez parlé de votre réponse individuelle à l'expérience théâtrale plutôt que des théories, de logique, etc., même si vous avez fait référence à Platon, Aristote, Molière, etc., parce que je crois que le théâtre a cette capacité, et vous l'avez parfaitement dit, de changer une vie. Et une des choses, pour moi, l'histoire que vous racontez est tragique dans un sens, c'est-à-dire que cette mise à l'écart du théâtre dans ce monde digital, etc., ça passe aussi par vous n'avez pas utilisé le terme, mais une sorte de démocratisation de la critique sur YouTube, mais ce n'est pas une démocratisation
de singularité, ils se répètent tous. Tous, ils sont tous, même, il suffit de prendre YouTube et on voit même la manière de présenter la première image. Maintenant, il y a des tendances. Et maintenant, ils font tous pareil. Bien. C'est très peu intéressant, mais parce que ça perd justement dans cette banalisation, ça perd l'expérience de la singularité. Et cette expérience de la singularité, je crois que ce qui est essentiel au niveau théâtral, c'est que le texte de théâtre, vous l'avez un peu pointé, peut être lu comme un texte littéraire. Mais la grande différence, c'est que le théâtre n'est pas fait pour être lu ainsi. Le texte de théâtre est fait pour être, c'est mon expérience incarnée. Qu'est-ce que je veux dire par incarné? Ça veut dire incarné, mis dans la chair du comédien, des comédiens. Et cette expérience n'est pas faite pour être la même, c'est-à-dire comme dans le film, on filme et ça y est, le film est fait. Bien sûr, il y a encore, on peut éditer différemment, mais cette expérience est faite pour être vécue différemment à nouveau tous les soirs. Oui, oui. Et c'est d'ailleurs une des difficultés aussi pour la critique de théâtre, c'est qu'on ne critique pas des objets. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'écran quand on fait de la critique de théâtre. On critique des corps. Vous avez tout à fait raison de parler de cette incarnation. Donc, on est d'abord dans une promiscuité réelle, puisqu'on est tout près, les corps des spectateurs et des acteurs sont tout près, et cette promiscuité, elle est source de tension, de beauté éventuellement, et de tout ce qu'on voudra, mais elle est aussi source je pense, de la part des artistes, d'une susceptibilité encore plus grande à la critique. Donc c'est difficile. La critique de théâtre, elle fait particulièrement mal aux artistes quand elle est négative. Hein. Il y a quelque chose là qui se joue oui, comme si on avait touché à leur intégrité presque physique quand si on dit des choses qui ne sont pas sympathiques. Alors dire du mal pour dire du mal, ça n'a aucun intérêt, mais même une chose disant, voilà, je pense que là, ça ne va pas, et pour telle raison, voilà. Mais oui, effectivement, l'expérience théâtrale, pour moi, a été… je pense que c'est de l'ordre d'une révélation. On peut parler ça comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience d'une révélation au théâtre, mais ce moment où tout d'un coup, justement, toute expérience antérieure, autre et tout, on a le sentiment de vivre quelque chose de nouveau, une émotion nouvelle. Alors, ça peut durer 2-3 secondes. On peut, d'ailleurs, c'est pas forcément au théâtre seulement, hein, ça peut être, ça peut être aussi au football. Je veux dire, il n'y a pas de… Mais voilà ce que, sans doute, les Grecs, sans doute, c'est pas ce qu'ils appelaient vraiment le moment cathartique, mais on est comme ça. Et c'est vrai que le théâtre… il y a des fois où tout d'un coup, il se passe quelque chose de totalement unique, de totalement singulier. C'est ça qui est beau et c'est ça qui fait qu'on l'aime. C'est ça qui fait que moi, j'ai aimé écrire sur le théâtre alors que je n'étais pas du tout destiné au départ à le faire. Je veux dire, ça a été presque un hasard. Je travaillais dans le journal, j'allais de temps en temps au théâtre et un jour, on m'a demandé « Est-ce que tu veux écrire une critique de théâtre ?» Je dis bon, « Je ne sais pas, je peux essayer. » Un peu comme le personnage. Oui, un peu comme le personnage de Madac. J'ai essayé et puis on m'a dit « Mais continue. » Donc voilà, c'est comme ça que je suis devenu critique de théâtre. Mais c'est vrai aussi que je parlais du journalisme. Je n'ai jamais pour moi séparé la fonction de journaliste et la fonction de critique. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant longtemps, il y a toujours des critiques de théâtre qui n'étaient pas vraiment journalistes et qui concevaient la critique de théâtre comme un pur exercice littéraire d'une certaine façon. Je pense que c'est important de bien écrire, ça oui, de toute façon, mais j'ai toujours pensé que
faire une critique. C'est pour ça que je disais que le cœur du journalisme et la critique, c'est toujours faire un compte-rendu avec un point de vue. Voilà. Et de ce point de vue-là, écrire sur le théâtre, pour moi, n'a jamais été très différent d'écrire sur la bourse, le football. D'ailleurs, ça m'est arrivé d'écrire sur le football ou sur, voilà, sur d'autres sujets. Il y a quelque chose de... Voilà. Et une autre anecdote, si vous voulez, de ma vie de journaliste, de critique de théâtre. En tant que critique de théâtre, je m'intéressais aussi à la politique. Enfin, je n'avais pas que le théâtre comme sujet. Et donc, le journal m'avait demandé... il y avait une élection présidentielle en France, c'était l'élection de 2012, où le candidat du Parti socialiste, François Hollande, a été élu. Et moi, j'avais dit que ça m'intéressait d'aller voir les meetings des candidats et d'en parler sous l'angle de la critique théâtrale, de la critique de la mise en scène du meeting, de comment, à la fois, pas les lumières, l'atmosphère, mais aussi comment est-ce que les candidats étaient des bons acteurs ou pas. Enfin, voilà, c'était ça un peu l'idée. Et j'avais été donc à un meeting de François Hollande, un meeting qui est resté célèbre parce que c'est celui qu'on dit qui lui a fait gagner l'élection. À un moment, il a cité Shakespeare. Alors moi, ça m'intéressait évidemment, Shakespeare, comme critique de théâtre. Et il a cité Shakespeare, il a dit ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par le rêve. Et bonne citation dans un discours politique comme ça, voilà, le rêve, il faut toujours rêver, etc. Très bien. Et je suis rentré au journal et je me suis dit, mais elle vient d'où, cette citation de Shakespeare, quelle pièce, hein? Alors, j'ai googlisé, ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par le rêve, et j'ai trouvé 8492 occurrences, avec des sites renvoyant à des paginas, des sites de citations célèbres, et il y avait Shakespeare, et il y avait celle-là figurait dans toutes les citations de Shakespeare, sauf que à aucun moment elle n'était sourcée, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais la pièce, le personnage, rien. C'est bizarre quand même. Alors je me suis dit, je vais la chercher en anglais. Donc j'ai essayé avec la traduction de français en anglais de tous les mots de la citation, the felt, begin, dream, etc. Et je ne trouvais rien. Alors, j'ai appelé le grand spécialiste de Shakespeare et de la traduction de Shakespeare en français. Et je lui ai dit, ça te dit quelque chose? Il me dit, non, c'est bizarre et tout. Attends, je vais voir. Et puis, il m'a rappelé, il m'a dit, mais non, c'est pas Shakespeare. Et donc, j'ai retrouvé l'origine de cette citation, fausse citation de Shakespeare. À l'origine, c'est le truc très classique de l'Internet. À l'origine, il y a une fausse citation, quelqu'un qui a mis une fausse citation. Et ensuite, c'est l'effet viral. C'est-à-dire que cette fausse citation, elle est reprise et reprise et reprise. Et finalement, quand on tape, on a 8650 occurrences et donc, j'ai écrit un petit article où je racontais que François Hollande avait cité Shakespeare, mais que non, c'était une fausse citation. Donc, c'était toute petite anecdote de ma vie de journaliste. Mais pourtant, on est toujours dans cette idée de l'examen attentif, hein, de l'examen critique. Et on voit bien comment cet examen critique, il s'oppose à la diffusion virale de ce qu'on parlait tout à l'heure, des sentiments, y compris d'ailleurs des bons sentiments, de tas de choses très bien. Mais comment, voilà, il s'agit toujours d'aller y voir de plus près finalement. Et ce rôle-là d'aller y voir de plus près, qui est la base du journalisme aussi, hein, de vérifier toujours. On vérifie, on vérifie, on vérifie. C'est le contraire de Twitter. Twitter, on sait quelque chose, on l'écrit. C'est l'exact inverse. Attends, il a dit ça, mais qui, pourquoi, comment, dans quelles circonstances, où, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Enfin, etc. Tout cet exercice-là,
Oui, c'est un exercice critique. Voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'il est plus que jamais nécessaire et que la critique, c'est-à-dire le journalisme critique et la critique artistique, qui sont pour moi très liées, ne vont pas disparaître. Voilà, leur nécessité reste entière. Je veux dire que j'ai adoré ta conférence parce qu'en fait, c'est une expérience. Et tu as soulevé une question qui me semble paradoxale. La parole du théâtre, la parole, mais elle s'avère complémentaire du silence. Justement, cette anecdote plus bas, plus bas, plus bas. Et en fait, on a besoin, pour que la parole soit vraiment prégnante, signifiante, elle a besoin du silence parce que tu viens d'opposer justement cette profusion, cette prolifération des voix plus ou moins indiscriminées. Évidemment, je ne vais pas dire que les réseaux sociaux sont tout à fait négatifs. Non, 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 ce n'est pas ça. Mais justement, il y a un type de parole, la parole esthétique, qui vraiment est susceptible de nous frapper. Oui, oui. Et qui a besoin du silence. C'est une sorte de dichotomie. Oui, oui. Non, non, sur le silence, évidemment, je me rappelle que toute représentation théâtrale commence par le silence. Hein. C'est le principe de base. La lumière baisse, le noir se fait dans la salle, et à ce moment-là, il y a du silence. Alors, le silence, il n'est pas toujours parfait, il y a des gens qui toussent, etc. Mais il y a quand même une qualité comme ça du silence. C'est vrai au cinéma aussi, quand la salle s'éteint, quand l'univers s'éteint. Oui, le silence, ouais. Je pense quand même à une exception. Le théâtre de Mnouchkine. Alors, le théâtre de Mnouchkine, oui. Oui, il y a Ce moment de silence oui. Où on demande dans un sens le respect, oui. comme demandait Cocteau oui. au début d'Orphée, il décrit nous sommes comme des funambules, l'acteur est comme un funambule. Oui. Il peut tomber à n'importe quel moment, il risque la mort. Oui. On vous demande votre attention la plus soutenue. Oui. Mais Mnouchkine, au contraire, c'est la musique, les tambours, on fait tous partie un tout petit peu de l'expérience une fois qu'on entre dans son théâtre. Enfin, on entraîne. Oui, mais moi je suis plus touché par les esthétiques du silence que par les esthétiques du bruit. Oui. Je m'inscris complètement dans la gratitude exprimée par mon collègue pour le partage d'expérience. Je voulais juste revenir sur le roman qui a servi de utiliser comme rampe de lancement pour notre exposé, qui est le roman de Balzac, Illusion perdue. Je voulais inviter à ce propos les élèves peut-être à aller voir l'excellente transposition cinématographique de David Genelli. C'est un film qui a été réalisé, qui est sorti il y a 2 ans, et qui relève, je pense, très bien. Oui, que je n'ai pas vu, mais je sais qu'il a été. Enfin, je crois qu'il est bien, oui. Ce que vous dites, oui. Et puis par rapport à la place qu'occupe encore aujourd'hui la critique, aussi bien théâtrale que cinématographique, je pense que je rejoins votre optimisme en ce sens que je pense qu'il n'est pas morte. Et on atteste peut-être à ce propos les bonnes audiences que continue d'enregistrer une émission comme Masquer la plume. Oui. Voilà, je pense que la critique est encore vivante. Bueno, ¿hay preguntas? ¿Hay algo, una reacción? A lo mejor ¿Sí? yo lo intentar. Sí. A lo mejor tal vez y paso al castellano para que así os sintáis directamente interpelados. A lo mejor tal vez lo que René Solís ha venido a decirnos es ese interés del teatro. A lo mejor tal vez nos tendríamos que preguntar, y me lo pregunto yo misma, si vamos al teatro, si hay algo del teatro que nos interese. Es decir, que esa a lo mejor sería la primera cuestión. Si el teatro... En fin, en la época Netflix es que es muy cómodo quedarse en casa viendo películas estupendas y series que me encantan. Pero quiero decir, a lo mejor tendríamos que preguntarnos si nos interesa el teatro o qué tipo de teatro nos interesa, porque hay mucho. Quiero decir, entonces a lo mejor ahí también sería vuestra voz, ¿no? Venga, algún valiente que... Bueno, ya la hora está.
Si los hacemos. Venga, algún valiente que habéis seguido, que habéis estado siguiendo. Porque el crítico que te escribías era un auténtico youtuber, ¿eh? Yo decía, bueno, este es un influencer. El Balzac es justamente la novela que citaba René Solis y que Francis acaba de sugeriros, que además es una película fantástica. ¿No os animáis? Venga, esto no es un examen, esto es simplemente échanger. Lo que pasa es que habéis puesto mucha distancia, habéis creado una cuarta pared. ¿Os lanzáis alguno? ¿Alguna? Venga. Pregunta ha sido si era lo que me gustaba del teatro. Sí, mi pregunta era múltiple para daros opción a también salir por distintos caminos. En primer lugar, si os gusta el teatro, si os gusta, ¿por qué? Si no os gusta, también se puede decir por qué no. Tenemos esta posibilidad y si os gusta, ¿qué tipo de teatro os gusta? Creo que es una pregunta casi de opinión, ¿no? No es obligatorio que guste, simplemente, bueno, saber qué y por qué. Yo creo que es un poco complicado que ciertas obras a nosotros, a nuestra edad, nos va a gustar porque no estamos acostumbrados a ir al teatro. O sea, desde mi punto de vista, poca gente de nuestra edad asiste al teatro con frecuencia, lo hace en ocasiones muy determinadas. No es común y de normal. Yo creo que la gente suele ir a obras de teatro de tipo cómico. Sí. Es lo que más llega. Sí. Una ópera es muy complicado que le guste a la gente. O sea, la ópera es realmente complicado. Por ejemplo, obras de drama también suele ir la gente, pero no sé, musicales es algo que más gente joven asiste, por lo que yo he visto desde mi experiencia. ¿Vale? Muchísimas gracias. Non, juste un mot sur l'histoire des séries, parce que je pense que vous regardez, vous avez regardé des séries. Là. Et moi, je regarde aussi des séries, pas beaucoup, mais j'en regarde et je suis toujours frappé dans les bonnes séries par l'énorme influence du théâtre dans ces séries. C'est-à-dire que les scénaristes, les guionistes des séries sont des gens, alors la plupart sont américains, pas seulement, mais qui ont une énorme culture théâtrale. Ils ont beaucoup lu les classiques, c'est évident. Et je trouve qu'une partie du théâtre contemporain est dans les séries. C'est-à-dire qu'il y a une qualité souvent d'écriture, et de singularité, justement, de capacité avec des... Quand je dis la singularité, les histoires au théâtre, c'est souvent toujours les mêmes, on a l'impression, hein, c'est les histoires de famille, les histoires de vengeance, les histoires de jalousie, enfin, mais la façon de les traiter, c'est là où l'art du théâtre se manifeste. Et l'art du théâtre aujourd'hui, il est en bonne partie aussi dans les séries. Donc moi, je pense pas du tout que les séries sont de la sous-culture. Je pense que c'est vraiment voilà, c'est un autre genre, mais c'est un genre que je trouve, voilà, c'est une des bonnes choses. Alors, c'est une histoire qui est ancienne, hein, la telenovela, c'est tout ça. Mais je trouve que oui, il y a une qualité théâtrale aujourd'hui des séries qui est voilà, très bonne. Donc moi, je suis pro-série, si vous voulez. Donc, si vous n'allez pas au théâtre, mais si vous aimez des séries, vous avez, en fait, sans le savoir peut-être, un rapport au théâtre. Si voir du théâtre au cinéma comme, voyons par exemple, oui, oui, mais alors c'est toujours pareil, c'est comme la musique, et là, par contre, la musique, vous
vous savez, vous n'allez peut-être pas beaucoup au théâtre, même jamais, mais vous savez la différence entre écouter de la musique enregistrée et un concert. Et vous savez que l'expérience, elle n'est pas du tout la même. On revient à l'incarnation que vous évoquiez. Et donc, voilà, il y a évidemment quelque chose du... C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on constate que la diffusion massive de la musique, encore plus massive qu'avant, elle n'a pas du tout influencé une baisse du nombre de spectateurs dans les concerts. Les concerts, ils font le plein plus que jamais. Donc vous allez, alors des fois c'est cher et c'est un problème, mais vous savez évidemment pour vous la différence entre un concert et écouter de la musique dans le casque. Voilà, j'ai pas besoin de l'expliquer. Vous la connaissez. Bon, c'est pareil. Hein. Pareil pour le sport. L'adrénaline. ¿Otra cuestión? ¿Otras preguntas? ¿Alguna observación o comentario? Así lo dejamos. Nous n'avons qu'à te remercier. Merci beaucoup René. à vous. Merci de votre attention.